Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Violaine de Clercq, je suis psychologue et donc je suis déjà psychologue depuis 1976 et très tôt, j'ai, pour des raisons très personnelles, suivi une psychothérapie en analyse bioénergétique, donc une thérapie psychocorporelle. C'était l'époque dans les années 70 d'une espèce d'explosion de ce qu'on appelle aujourd'hui les psychothérapies humanistes, c'est-à-dire qui se sont développées dans le courant des années 60, 70, avec la Gestalt, la thérapie rogerienne, l'analyse transactionnelle, et dans les approches plus corporelles, le rebirth, l'analyse bioénergétique. Donc, c'était l'essor de formes de psychothérapie alternatives à la psychanalyse. Alors, les thérapies systémiques et familiales se sont aussi développées au même moment. Alors, comme le courant des thérapies systémiques est devenu tellement important, on ne les inclut plus dans le courant des thérapies humanistes, mais bon, elles participent un peu de la même vague, on va dire, où on découvrait des choses importantes et en particulier, on va dire, ce qui est un essentiel de toutes les thérapies humanistes, c'est l'importance des émotions dans le processus psychothérapeutique et l'importance des émotions dans la vie quotidienne et dans la vie de tous les êtres humains et dans l'origine des problématiques dites de personnalité ou dans les souffrances, l'origine étant toujours des questions émotionnelles. Et donc voilà, ça c'est pour situer un peu ce courant. Depuis lors, je me suis formée à une approche très corporelle aussi, mais très moderne. Il n'y a que 15 ans que je la pratique et c'est la méthode dite TRE, donc en abrégé, l'abrégé de Trauma Tension Releasing Exercise. Donc, un Américain a découvert que nous avons dans notre patrimoine génétique une faculté tout à fait autonome qui est celle de trembler, se secouer après un stress ou une accumulation de stress. Donc, on a dans notre corps, notre organisme, un processus, on va dire, d'auto-régulation ou d'auto-traitement. Donc, ce sont ces deux pratiques-là que je pratique depuis très, très longtemps. Et donc, après tant d'années, j'ai envie de Soma Vibrance. Nous sommes le comité de pilotage du projet. Oui. Et donc, Claudia est là avec moi ce soir. Je vais donc... j'organise tous ces webinaires, je serai à tous, mais je serai accompagnée tantôt par l'un ou l'autre des animateurs ou formateurs qui participent au projet. Donc, Claudia, à toi de te présenter en quelques mots, comme ça je vais avoir le temps Oui, pas de souci. de reprendre mon souffle. Voilà, donc moi je suis aussi psychologue et psychothérapeute en analyse bioénergétique. Attends une minute que je t'épingle parce que je ne t'ai pas. Voilà, je vais t'épingler. Ok, merci. Voilà. Donc je suis psychologue et psychothérapeute en analyse bioénergétique. J'ai commencé ma formation début des années 90, en même temps que la formation à la thérapie des traumatismes à différents niveaux, notamment le travail corporel, mais aussi pas que, donc les approches plus cognitivo-comportementales qui ont été un petit peu nourries par la connaissance des neurosciences qui a commencé à exploser à ce moment-là. Donc j'ai été assez près de tout ça. Et parallèlement, moi, je suis formatrice dans des écoles où on fait de la psychothérapie intégrative. Pendant un temps, j'ai donné des formations en France. Maintenant, je donne des formations aussi à IEPRA, qui est une école de psychologie énergétique. Voilà, des techniques modernes de travail aussi avec les émotions. Et voilà, je suis contente de faire partie de cette formation comme formatrice et notamment avec Violaine, on va aussi animer
un séminaire résidentiel thérapeutique de 3 jours. Et d'ailleurs, dans le cadre de la formation, il y aura des séminaires résidentiels aussi qu'on animera ensemble. Voilà. Ok. Bien, je vais me remettre à moi. Voilà. Alors, pour ce soir, il y a 2 thèmes. On va voir si on saura couvrir les 2, en tout cas, certainement une partie des 2. Alors, le premier s'appelle l'intelligence émotionnelle. Alors, attendez, j'ai l'impression que je suis un peu trop clair. Oui. Donc, l'intelligence émotionnelle, pourquoi j'en parle? C'est parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est une notion qui n'existait absolument pas au moment de la fondation de l'analyse bioénergétique, hein, qui date de 1900, qui a été fondée en 1956, c'est-à-dire déjà 68 ans, j'ai compté. Donc, c'est déjà une forme de psychothérapie. Moi, je la pratique depuis 40 ans. J'ai été formée il y a une quarantaine d'années. Donc, j'ai été formée dans la pratique d'origine et j'ai vu la transformation. La transformation en une analyse bioénergétique dite moderne, c'est-à-dire qui intègre des données des neurosciences, des traumatismes et de l'attachement. Et à l'époque, c'est pas une notion qui existait et j'aime beaucoup cette terminologie et d'autant plus quand vous allez l'entendre, quand vous entendrez la définition de ce que c'est. Alors, je pratiquais déjà depuis longtemps quand, en 1995, j'entends à la radio pour la première fois ce terme. Et pour l'entendre à la radio aux nouvelles en Belgique, c'est que c'était quelque chose qui tout à coup surgissait et avait une certaine importance. Et pourquoi elle avait tant d'importance? C'est parce que cette notion avait fait la couverture du New York Times, donc un journal éminent américain, et cette notion arrivait, je dirais, dans le large public et en particulier dans le public de l'entreprise, parce que des psychologues avaient découvert cette notion, l'avaient définie et avaient mis au point un quotient d'intelligence émotionnelle et des tests. Et ils avaient fait toute une recherche dans le monde des entreprises. Et figurez-vous que vous connaissez ça, vous avez entendu parler ça? 1995, ça date déjà un petit peu, hein, ça fait presque, je ne sais plus, une vingtaine d'années certainement, et si pas plus. Et donc, les résultats de la recherche montraient que les entrepreneurs qui étaient doués d'intelligence émotionnelle avaient nettement plus de chances de réussir dans leurs entreprises que ceux qui étaient bardés de diplômes de Harvard. Et donc, on venait dire d'une façon assez forte que la connaissance, l'intelligence au niveau des concepts en management ou en économie ou que sais-je, était finalement moins important pour réussir, pour aller vers la réussite dans une entreprise que l'intelligence émotionnelle. Et pourquoi? Parce que d'emblée, les chercheurs l'avaient mis en évidence, l'intelligence émotionnelle est reliée à ce qu'ils ont appelé de l'intelligence sociale, c'est-à-dire que c'était ce qui est nécessaire pour, pour la gestion d'équipe, pour la gestion du personnel et pour effectivement avoir sans doute, je pense, un meilleur climat relationnel dans l'entreprise et une adhésion sans doute des employés et qui mène plus à la réussite que des connaissances technologiques. Et donc, moi, je trouvais ça évidemment assez intéressant alors d'abord le mot intelligence émotionnelle, de mettre ensemble 2 choses qui, dans notre culture occidentale, sont en général
très opposés, l'intelligence désignant la rationalité étant une très haute valeur, de très haute valeur en Occident en tous les cas, et les émotions, les ressentis, la sensiblerie ou la subjectivité étant en général disqualifiées. Hein. Et donc le fait d'accoler d'accoler intelligence et émotion, moi, je trouve ça très intéressant. Alors, j'aime bien m'emparer de cette terminologie-là. Et quand je vois en plus la définition de ce terme, ça correspond exactement à la vision qu'on peut avoir en analyse bioénergétique. Hein. On va plutôt parler d'une personne qui est intégrée, de l'intégration psychocorporelle, ça c'est notre terminologie, mais intelligence émotionnelle, ça donne, on va dire, une idée, et c'est comme si ça valorisait l'émotion, et je pense vraiment que c'est pas mal de valoriser effectivement les émotions et de la qualifier justement d'une capacité qui permet d'affronter l'existence et de capacité bien nécessaire dans notre vie. Et donc... c'est même essentiel, Hélène. C'est même essentiel. Absolument essentiel. Elle est au cœur de tout. Et alors, c'est intéressant de voir évidemment que dans les entreprises, qu'en plus, le fait que elle permet la réussite. Alors, je disais, oh là là, il va y avoir une révolution qui va se passer. Alors, la révolution n'a pas eu lieu, hein, même si le terme continue, je pense que c'est comme l'attachement. Hein. L'attachement, on l'a découvert dans les années 50, ce n'est que dans les années 2000 que vraiment, boum, partout. Donc, peut-être que dans, je sais pas moi, dans 20 ans, l'intelligence émotionnelle, ce sera enfin, aura atteint toutes les couches et toutes les des psychothérapeutes, en tous les cas, ou du champ de la psychologie, espérons. Hein. Pour l'instant, les universités belges refusent absolument, il n'y a aucune université qui enseigne quoi que ce soit sur le psychocorporel. Donc, on n'y est pas encore, hein, vraiment. Et donc, alors, juste de manière très, très courte, donc, qui a fait cet article dans le New York Times et qui a écrit un livre entier sur Emotional Intelligence, donc, c'est un psychologue nord-américain, Daniel Goleman. Alors, avant lui, il y avait un certain Peter Salovey, je ne sais pas comment on le nomme, on le prononce en anglais, John Mayer, qui ont en fait défini ce qu'était l'intelligence émotionnelle, et un certain monsieur Revenbach-On qui a développé des tests pour mesurer le quotient d'intelligence émotionnelle. Alors, ça c'est juste pour que vous ayez des informations un petit peu plus concrètes, mais je vais tout de suite venir à la définition. Alors, la définition, elle est en plusieurs points. 1, 2, 3, 4 ou 5. Alors, la toute première définition, et c'est intéressant que ça commence par là, c'est l'habileté à percevoir et exprimer ses émotions. Donc, ça, c'est tout à fait intéressant, évidemment, pour l'analyse bioénergétique, pour qui... à la suite de Wilhelm Reich, qui a compris et qui travaille effectivement à restaurer la faculté de l'expression des émotions et à restaurer aussi la perception de l'émotion qui est perdue. Donc, et l'expression et la perception sont perdues à cause de protections qu'on a dû mettre en place et qui sont pour se protéger des émotions qui ont été trop difficiles à supporter, hein, ce qu'on a appelé donc des crispations chroniques ou un état de figement qui est un phénomène tout à fait corporel et qui réduit la perception de soi, la perception de ce qu'on ressent, et qui réduit aussi l'expression, la faculté d'exprimer, par exemple, de pleurer en particulier, mais il n'y a pas que ça. Alors, ce qui est intéressant dans cette définition, c'est que ça commence par l'intelligence émotionnelle
n'est pas un savoir sur autrui. Hein. C'est un savoir à partir de soi-même. Et ça correspond tout à fait à ce que Claudia et moi nous mettons en place, c'est-à-dire qu'on va faire des formations, alors on pourrait le dire aujourd'hui, pour rendre des praticiens, psychothérapeutes ou autres, de la relation d'aide plus intelligent émotionnellement, on va dire. Et une des piliers, on va dire, de cette acquisition, c'est de travailler sur soi, à percevoir et à exprimer ses émotions. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est intégrer les émotions pour faciliter la pensée. Alors ça, c'est aussi tout à fait intéressant et ça nous correspond aussi tout à fait. C'est-à-dire que ça confirme notre vision que l'émotion précède la pensée et il y a un lien entre pensée et émotion qui va dans le sens que l'émotion influence nos pensées. Et l'émotion est première. On va d'abord ressentir et éprouver, et la pensée se rattache à l'expérience émotionnelle. Alors, le troisième point, c'est l'habileté à comprendre et raisonner avec les émotions. Là, on porte l'attention sur le fait que la raison et les émotions, en fait, devraient travailler ensemble, en collaborant. Hein, et donc, ce qui est assez différent de ce qui est en général, c'est une façon de voir, mais c'est ce qu'on voit énormément dans nos cabinets, évidemment, de consultation et de thérapie et autres pratiques d'aide, c'est qu'en général, le monde de la raison est à très, très grand écart de ce qui est ressenti du monde des émotions chez la plupart des gens. Et donc, la tendance culturelle chez nous est à faire une grande scission entre ces deux registres de soi. Et cette scission entre ces deux registres de soi, elle n'est pas que théorique. Hein. Bon, elle est culturelle. Certainement que l'éducation et tout notre environnement culturel pousse à ça, mais aussi toutes les défenses qu'on a dû mettre en place pour se protéger des émotions qui sont en plus en général mal vues, produit cette coupure. Alors, le dernier point, c'est l'habileté à réguler les émotions chez soi et les autres. Alors ici, c'est l'aspect de la régulation, la dimension régulation de l'émotion, c'est-à-dire que le fait que les émotions qui sont en nous, le fait déjà de les percevoir et d'avoir un lien, on va dire, une connexion proche permet de choisir, par exemple, de les exprimer ou non, selon les circonstances, de ne pas se laisser dominer par les émotions qui nous feraient perdre le lien avec les autres et avec nous-mêmes. Donc, il y a une forme de régulation à faire et que le fait de se réguler soi-même produit une régulation relationnelle. Alors, de là, la compréhension, on va dire, entre intelligence émotionnelle et intelligence sociale, on peut le dire d'une toute autre façon que si on est en lien avec soi-même et avec ses ressentis, on va comprendre les ressentis des autres et on va pouvoir dialoguer et en ayant conscience des émotions des autres. Or,
la dimension émotionnelle de notre vécu. Les émotions sont des événements très relationnels. Hein. Les émotions, ce sont des phénomènes que l'on comprend sans qu'on doive nécessairement dire des mots. Donc, ça fait lien entre les êtres humains. Quelqu'un qui pleure, même si on ne sait pas la raison pour laquelle la personne est triste, mais partout dans le monde, indépendamment des langues, quelqu'un pleure, on sait qu'il s'agit de la tristesse, on va reconnaître les signes de colère, on va reconnaître d'autres formes émotionnelles. Donc, il y a une dimension de relation, de se comprendre, et je dirais, on est tous égaux devant l'émotionnel, les êtres humains. Et donc, c'est favorable au lien, et donc je pense que c'est cet élément-là qui produit que dans les entreprises, quand un patron ou quand une équipe dirigeante peut déjà envisager l'entreprise comme étant un endroit où vivent des humains qui éprouvent des émotions, qui ont des ressentis et qu'on en tient compte dans la façon dont on s'adresse à eux, et peut-être dont on les inclut, ça c'est une autre question au niveau de la participation, mais je pense qu'effectivement, on est dans une entreprise qui va avoir un caractère plus humain et donc, je crois, plus favorable à ce que le travail l'objectif de l'entreprise soit atteint. Un élément que Claudia a soulevé, c'est que de nos jours, les neurosciences donc, se sont fort développées et en psychothérapie et en psychologie, les neurosciences viennent expliquer ou confirmer des choses. Alors, les neurosciences confirment tout à fait le fait que les émotions influencent nos pensées plutôt que l'inverse. Vous savez que les émotions sont en lien avec notre système limbique, donc c'est une zone du cerveau qui est composée de plusieurs éléments, et on l'appelle aussi le cerveau mammiférien. Et en fait, les neurosciences montrent que il y a massivement plus de connexions entre du système limbique vers le cortex, donc vers les zones de la pensée et de la rationalité, que l'inverse. Donc au niveau neurobiologique, c'est un petit peu au niveau des dates. Alors, c'est la notion du ventre et du cerveau entérique. Donc, vous savez qu'un auteur américain, qui est biologiste, hein, lui, et ça date de 1999. Donc, il a écrit un bouquin qui s'appelle Notre deuxième cerveau, donc, qui est le ventre. Et d'après ses recherches, le centre émotionnel, vraiment, et l'origine des émotions est situé dans notre rib, donc dans la zone de l'abdomen, qui fonctionne et qui a des caractéristiques d'un cerveau. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que, entre autres, le cerveau entérique et dans les viscères se produit 90% de la sérotonine, qui est cette fameuse hormone du bonheur, c'est bien celle-là. Et que quand on en est dépourvu, c'est une des conditions, on va dire, de dépression. Or, c'est le ventre, donc c'est dans les tripes que ça se produit. Alors ça nous ramène évidemment à une vision très corporelle, hein, d'ailleurs beaucoup d'expressions dans le grand public expriment cette chose-là, qu'on a nos pensées qui seraient dans le cerveau, là en haut, et qu'il y a les connaissances dites des tripes. Donc c'est confirmé par
Monsieur Michael Gerson. Il y a une émission d'Arte qui a été faite sur ce, pour ceux que ça intéresse d'aller regarder de plus près. Je ne sais pas quand ça a eu lieu, ça je l'ai pas noté, non, mais c'est tout à fait important aussi je trouve ces données-là qui confirment quand même l'importance des émotions et sa dimension tout à fait corporelle. Donc, en fait, tu veux dire que pour avoir accès aux émotions, il faut avoir accès à ces sensations corporelles et entre autres, à avoir un ventre qui n'est pas complètement contracté, crispé et qui effectivement peut couper les perceptions et peut couper aussi les mouvements émotionnels. Donc ça, pour moi, c'est connu en bioénergie que les émotions profondes, on va dire, on les ressent dans le fond de son ventre et les émotions, ce sont des mouvements, comme le mot l'indique, c'est du mouvement intérieur. Il y a vraiment des vagues. Ah oui, c'est intéressant. Tu vois, ce matin, j'avais avec moi quelqu'un qui est en thérapie et qui parlait du fait qu'elle avait de la colère parce qu'elle ne se sentait pas respectée et qu'elle ne pouvait pas avoir accès à cette colère. Oui. Et donc, en fait, finalement, corporellement, ce qu'elle avait, c'était une sensation d'une boule dans le ventre. Mais une petite boule, enfin, vraiment petite dans le ventre. Oui. Donc, on a travaillé à partir de là, à respirer pour laisser venir la sensation de la boule. Ça a pris un peu plus de place, ça s'est détendu à ce moment-là. Oui. Mais après, il a fallu encore faire tout un travail pour que ça puisse s'extérioriser plus, oui. avec des mouvements corporels. Oui. Et c'était une première approche. Parce que suivant la manière dont la colère pouvait s'exprimer, en tout cas une expression ou une affirmation, besoin de respect, besoin de pouvoir exister, eh bien, ça frôlait un petit peu la réactivation traumatique, puisque si la personne avait réprimé son émotion, c'est parce que en fait, c'était traumatique de l'exprimer dans un premier temps. C'est-à-dire que... Ça veut dire dangereux ou... Ben oui, on l'a frappé plus, tu vois. Donc, il ne fallait pas exprimer ses émotions. Donc, il y avait un danger à exprimer. Un danger réel à exprimer ses émotions. Et donc, ça restait en empreinte, premièrement accessible, au niveau de son ventre, une petite boule. Petite. Voilà. Oui, voilà, une illustration de comment cette réalité-là, de l'importance et du fait que le ventre est le centre d'émotions profondes, et il y a beaucoup de gens qui ont ce genre ou bien qui ont des douleurs, qui savent que leur ventre se serre quand ils sont aux prises avec une émotion difficile ou touchés, etc. Les émotions sont vraiment au centre de la condition humaine, et ce fait-là est lié au fait que nous venons au monde dans un état de dépendance extrême, et nous sommes extrêmement vulnérables quand nous arrivons au monde. C'est la condition humaine d'être vulnérable, et nous avons besoin de relations sécurisantes, on va dire, pour pouvoir se développer et pouvoir avoir un lien positif avec les émotions. Donc, l'intelligence émotionnelle, pour moi, ça veut dire que nous savons, et parce que nous l'avons intégré en nous, que nous sommes vulnérables, qu'on peut être blessé parce que nous sommes des êtres qui ressentons et éprouvons et des émotions et des besoins affectifs fondamentaux. Alors, je voulais partager une petite vidéo que certains connaissent peut-être, mais quand même pour nous rappeler un petit peu d'où nous venons. Babies this young
are extremely responsive to the emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying 30, 40 years ago, when people didn't think that infants could engage in social interaction. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby, who's about a year of age. I'm like a girl. Oh. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. Yeah. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. Donc vous avez compris, elle va The baby very quickly ne plus picks répondre up on par son this. visage. And then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why aren't we doing this?" Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it. They actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Okay. I'm here. And what are you doing? Oh, yes. Oh, what a big girl. It's a little like the good, the bad, and the ugly. The good is that normal stuff that goes on, that we all do with our kids. The bad is when... Ben, vous avez vu à quel point l'engagement relationnel est très très fort et comment en moins de 2 minutes, un tout petit dont la mère ne réagit pas normalement et presque entre un peu dans une crise émotionnelle. Et quand je parlais de la vulnérabilité, c'est de là que nous venons. Et nous savons que notre système limbique, dont on a parlé tout à l'heure, il se module et il garde les empreintes des émotions du parcours émotionnel en particulier. Ce qui lui donne, qui va le marquer prioritairement, c'est tout ce qui va se passer depuis la période in utero, la fin de la période de grossesse et les 3 premières années de la vie. Dans la période de la vie où nous sommes effectivement vulnérables parce que nous avons besoin de relations. Et comme vous le voyez là pour l'instant, et alors, bon, dans les périodes, la puberté aussi est une période sensible, et alors toutes les traumatismes ou les périodes ou les expériences émotionnelles qui pourraient se passer à d'autres moments de la vie vont continuer à moduler notre système limbique. Donc, ça veut dire, enfin, on voit bien ici qu'avant bien avant qu'un être humain ne puisse mettre des mots, penser, se représenter les choses, l'émotion est première, elle est essentielle et elle va poser sa marque dans notre organisme et dans notre système. Voilà. Je me disais que, à propos des émotions, vous avez sûrement été sensible à la détresse de ce petit bébé. Moi, en tous les cas, même si je connais ce film, à chaque fois que je le revois, il y en a d'autres. J'ai besoin de voir le moment où la maman revient pour un peu soulager les impressions que j'ai. Alors, je vous inviterai juste à vous souvenir de cette sensation et de l'impact que ça a pu avoir pour vous et de repérer si qu'est-ce qui a réagi en vous, comment est-ce que vous avez
Si vous êtes touché par ça, ben, vous l'avez senti où? Dans votre cœur, dans votre ventre? Oui, donc c'est horrible en fait. Donc la sensation que ça ne devrait pas se faire, quoi, qu'il y a quelque chose qui... Et ça l'a oppressé au niveau du Au sternum. niveau sternum. OK, oui, voilà. Une sensation ici plutôt dans le sternum, une oppression. OK. Oui. D'autres? C'était plutôt dans mon ventre chez moi. Toi, tu as senti dans le Oui, ventre? oui, oui. Moi, Ressenti? Tu as dit dans mon estomac? moi, Nathalie, dans Nathalie. l'estomac, là. C'était Ah, oui, assez oui, oui. fermé, mais comment est-ce possible? Oui. Au secours. Et alors, Laurent nous dit qu'il a senti de la tristesse, mais il a du mal à savoir où, car il prenait des notes en même temps. Donc, vous voyez, on est vite distrait. Il faut dire que nos réactions émotionnelles, souvent, elles sont inconscientes. Hein, elles ne sont pas toujours... Oui, Nathalie, tu te dis que c'est dur pour la maman. Oui, je pense aussi. En même temps, elles avaient l'air d'avoir une raison de faire l'expérience pour l'avancement de la science. Les larmes aux yeux, sentiment de dégoût, envie de sortir de la situation. Oui, donc une agitation un peu. On a envie de sortir, on a envie de bouger. Donc on est activé, agité. Vous voyez, ça fait monter une espèce d'activation. Ça, c'est un des éléments qu'on voit dans les émotions, c'est le niveau énergétique, l'activation. Oui. Claudia? J'aimerais intervenir par rapport à Bien ça. sûr, bien sûr, Claudia. En fait, ça montre très bien comment ces émotions, on n'a pas envie de les ressentir. Oui. Et donc aussi, bon, là, on a fait un effort pour retrouver un petit peu les sensations, mais moi, Oui. personnellement, j'ai senti la réaction, mais c'est comme si je devais m'efforcer de regarder. Et donc, j'écoutais pas vraiment trop mes sensations physiques sur le moment même. C'est ça, oui, oui. C'est comme une habitude de s'adapter et de mettre les émotions. Ah oui, de les mettre de côté. Oui, tout à fait. Ça. Et donc, moi, ça me fait vraiment penser à ce qu'on avait discuté aussi en préparant ce webinaire, c'est-à-dire le fait que finalement, l'intelligence émotionnelle, c'est de pouvoir accepter d'aller voir les émotions, quelles qu'elles soient. Oui. Et que dans notre société, on a une propension à se couper et à ne pas ressentir ces émotions. Et que le fait déjà de leur donner de la place, c'est une manière que, en fait, elles vont avoir un pouvoir thérapeutique, quoi. Oui, ça c'était le deuxième sujet, oui. Ouais, c'est ça, de pouvoir accueillir nos émotions, c'est déjà accueillir une part de nous-mêmes qui vit une situation, et cette part-là, on a tendance à la mettre de côté. Oui. Ouais. Et si on l'accueille, alors on peut la réguler. Mais effectivement, ça suppose, quand on l'accueille, de se laisser ressentir quelque chose de pénible. Mais si on ne fait pas ce processus-là, hein, de se laisser sentir la douleur qu'il y a là-dedans, la tristesse ou la colère que ça peut nous susciter, c'est pas parce qu'on la ressent pas que ça ne se passe pas dans notre corps. Donc ça veut dire que on va garder de la souffrance qui se tait en nous et qui va rester dans le corps, en fait. Absolument. Et donc, on va éventuellement accumuler, et ça va nous créer un mal-être qui peut être extrême, quoi. Qui peut vraiment être extrême. Et donc, c'est vrai que retrouver le chemin vers sentir ses émotions, ça va être aussi un parcours qui a des aspects douloureux, mais qui en même temps va être un peu une délivrance, un petit peu comme c'est une métaphore, hein. Un malaise physique, oui, ça peut absolument faire un malaise physique, hein, une sensation d'angoisse diffuse quand on accumule de l'émotionnel qui est donc une stimulation très forte dans tout notre organisme, comme celle qu'on vient de voir, hein. Supposons que
on vous oblige à regarder ça et que ça dure plus que 2 minutes et que ça devient insupportable et qu'on vous interdit de faire et d'exprimer quoi que ce soit, vous allez vous sentir mal après. Et ça peut devenir chronique et on peut s'habituer à être mal comme ça. Et le jour où on ferait une thérapie, disons, oui, ce malaise peut se transformer en douleur chronique, ça peut atteindre des zones du corps, effectivement. Et donc, le travail thérapeutique sera un peu comme percer l'abcès, qui sera douloureux au moment, comme pour les abcès, quand ils sortent. Et puis après, c'est une délivrance, parce que ça libère de la place dans le corps pour ressentir. Voilà, ça c'est un exemple, oui. Vas-y, Oui. Claudia. Donc, si je reprends l'exemple de tout à l'heure que je donnais, au début, la personne, ce qui est entré en résonance en moi, c'est qu'elle avait une tension dans les mâchoires. Et quand je lui ai fait remarquer que ça résonnait comme ça en moi, elle m'a dit « Ah oui, 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 je ressens effectivement quelque chose dans les mâchoires. » Et puis, il y avait cette boule dans le ventre. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai invitée à extérioriser avec des expressions physiques cette force de colère et d'agressivité. Et par exemple, voilà, en jetant un coussin, des choses comme ça, en exprimant que c'était pas En geste, hein, oui. en geste, quoi. Et donc, en fait, souvent, quand l'émotion est bloquée, la voie d'expression est bloquée. Et du coup, quand on la débloque, après, le résultat, c'est que la personne se sentait beaucoup plus soulagée et qu'elle avait moins de tension. Et voilà, c'est un bête petit exemple, mais c'est pour Oui, comment ça fonctionne. À la fois, c'est douloureux parce qu'on n'a pas envie de se confronter. À la fois, c'est créer peut-être des réponses qu'on n'ose pas donner parce qu'il y a une sensation de danger et trouver le juste milieu pour que ce ne soit pas un redéclenchement ou une réactivation. Et la personne, quand elle sent que, ah mais oui, quand j'exprime, finalement, ça va mieux, ben, petit à petit, elle va pouvoir ouvrir un peu plus la voie du ressenti. À la fois le ressenti et puis l'expression. Et puis quand on exprime plus, on peut plus ressentir. Et ça fait des va-et-vient comme ça, en fait, dans la progression de l'apprivoisement des émotions. Mais c'est important, personne ne va faire ce travail-là s'il ne sent pas que la personne avec qui il le fait comprend ce qui est ressenti, hein, le reconnaît, l'accepte, et c'est ce qui peut permettre de l'humaniser et de le rendre moins... Nos émotions, quoi. Mais j'avais envie d'ajouter quelque chose par rapport à l'émotionnel qui est fondamental et qui fait que pour moi, je ne vais plus pas parler vraiment d'émotions, même si je sais que des émotions sont évidemment pénibles, comme la douleur, qui est souvent le ressenti le plus difficile dans les traumatismes et dans les événements, parce qu'effectivement, avoir mal, c'est un signal et de danger ou de risque, mais pour nous, en analyse bioénergétique, toutes les émotions sont des mouvements de vie, en fait. Ce sont vraiment des... Et donc, aussi pénible soit-elle, et c'est ça la transformation, on va dire, de la pénibilité en or, c'est que quand on peut y arriver grâce à une présence et au fait d'avoir affaire à quelqu'un qui nous accompagne et qui, à ce sens, dit de l'intelligence émotionnelle, qui va nous comprendre et nous reconnaître là-dedans. Toutes les émotions sont des mouvements de notre vitalité. C'est la vie en nous qui s'exprime, qui veut rétablir l'équilibre en nous. Même que ce soit la peur, comme on l'évoquait, le fait de pouvoir créer sa peur et de pouvoir laisser le corps faire, et c'est le corps lui-même qui sait comment traiter la peur, en fait. C'est en nous. C'est un système autonome, les émotions. On peut les bloquer, on peut éviter de les sentir, des choses comme ça, mais le fait que ça se produise en nous est vraiment en dehors de notre volonté consciente, et ce sont des mouvements de vie. Et donc, quand on
on les bloque, effectivement, on réduit sa vitalité. Et quand on les accueille, on la déploie et on la développe. On va plutôt restaurer sa vitalité. Pas seulement la restaurer, pour moi je crois qu'on va même plus loin, c'est-à-dire qu'on confirme le fait qu'on peut exister comme être vivant, et donc la vitalité va se renforcer. Elle va se restaurer, mais elle va aussi se renforcer. Oui, tout à fait, tu as raison. Beaucoup plus, Oui. c'est parce que quand même dans le projet des thérapies humanistes, c'est l'actualisation de soi. Oui. Et l'actualisation de soi, c'est le fait de pouvoir s'épanouir pleinement. S'épanouir et tout le mouvement de développement personnel, quoi. Et ça, c'est la vitalité en accueillant nos émotions. Oui. Et c'est plus facile quand elles sont accueillies au départ par quelqu'un, mais quand on ne l'a pas eu quand on était enfant, le praticien de la relation d'aide, quand il accueille l'état de la personne, il participe à ce mouvement, qu'il soit un psychologue ou pas. Il participe à ce mouvement de soutenir le processus de oui, on peut vivre des choses dans la vie, c'est OK de les vivre et tu peux les exprimer, tu peux les ressentir. Et alors, la personne à ce moment-là se sent validée dans qui elle est. Et quand elle est validée, eh ben, sa vitalité pousse. Oui, oui, c'est vraiment comme une croissance. Oui, c'est ça.